était arrivé dans la nuit, sous mes fenêtres, à Locmiquélic, petite ville de Bretagne Sud, juste en face de l'Orient. Parce que j'aime les bateaux et la marine marchande, je l'ai tout de suite reconnu. C'était l'un de ces élégants paquebots de la compagnie Ponant, et plus précisément le Soleal. Cette journée du 19 avril 2018 s'annonçait magnifique, mais la présence du Soleal venu mouiller juste en face de chez moi m'intriguait profondément. Je me suis donc glissé à bord de l'une de ces petites navettes appelées tender qui constamment reliaient le bord à la terre. Sur la plage arrière, Jean-Emmanuel Sauvé, hôte de ces lieux, connaissait toutes celles et ceux qui débarquaient. Beaucoup d'émotions, Manifestement, il y avait de l'émotion. Et manifestement, il y avait une célébration. Oui, il est en train de sortir. Il va sortir. Et tu sais, et Jean-François, Votre santé. Après quelques coupes de champagne, je suis parvenu à saisir au vol quelques bribes du discours de Jean-Emmanuel Sauvé. chers amis, 30 années ont passé entre le jour, le 1er avril 88, que nous avons signé les statuts de la Compagnie des îles du Ponant. Bien sûr, j'ai une petite pensée pour celui que j'ai eu tout à l'heure au téléphone, qui est bloqué à Francfort, Philippe Villot. Ces deux marins du départ, entourés par une dizaine de copains qui ont monté cette compagnie, et bien dans 3 ans, on sera à environ 2500. Aujourd'hui, vous imaginez que nous sommes leaders mondiaux des croisières polaires, donc on a une réputation, jamais j'en aurais imaginé tout ça, bien sûr. Et je remercierai jamais assez tous ceux qui ont contribué au succès de notre compagnie. Ainsi, je venais d'apprendre que ce jour-là, à Locmiquélic, chez moi, la compagnie Ponant venait fêter les 30 ans de la signature de ses statuts. C'était le 1er avril 1988, à Nantes. Pourtant, en 88, si je me fie au documentaire que j'ai réalisé sur l'histoire de la marine marchande française, les affaires n'allaient pas très fort pour nos marins et notre pavillon. J'ai donc vu les premiers roumains arriver en fait à la CGM. Quasiment les premiers jours de l'embarquement, ils nous ont dit on est là pour vous remplacer. Et puis eux aussi, ils vendaient leur bateau, donc je me suis dit, il est temps d'apprendre un nouveau métier. En évoquant cette période particulièrement sombre pour notre marine marchande, j'étais complètement passé à côté de cette poignée d'élèves officiers nantais qui avaient décidé de créer leur propre armement. Et tandis que les invités du Soleal quittaient le navire, ma décision était prise. Je resterai à bord pour réparer ma bévue et comprendre comment un projet né sur les bancs d'une école de marine marchande, au fil des années, était devenu une compagnie de croisière mondialement reconnue et l'une des plus belles réussites de l'armement français. Comprendre comment Ponant avait gagné le large. Au tout début, ils avaient imaginé un voilier croisant d'une île du Ponant à l'autre. Il aura fallu attendre 30 ans pour que cette idée se réalise. Mais cette année des 30 ans, ce n'était pas seulement l'année du souvenir ou des promesses tenues. Et à peine arrivé à Saint-Malo, je filais en Norvège. Chantier Vard, filiale de Fincantieri, où un nouveau navire allait être mis en service. Ce jour-là, c'était la remise du pavillon. Tant qu'il est en construction, le navire reste la propriété du chantier qui le construit. Mais aujourd'hui, le La Pérouse allait désormais pouvoir porter le pavillon français, et c'est tout sauf un détail. Le La Pérouse est le premier d'une nouvelle série de navires Ponant. En juin 2020, nous aurons 6 navires de la série Explorer en service. Cette série des Explorer est l'aboutissement donc, de plus de 30 ans de réflexion et d'expérience. Comme beaucoup de nos navires, nous sommes partis d'une page blanche. Comme beaucoup d'histoires Ponant, cette page blanche s'écrit à Nantes. Le cabinet Stirling Design, fondé par Joël Bretéché, est aujourd'hui dirigé par Thibaut Tincelin.
C'est ce que m'avait dit Joël, tu verras, c'est le plus grand des plaisirs le jour où tu vois tes bateaux naviguer. Et c'est vrai que je pense qu'il n'avait pas tort, c'est-à-dire que l'émotion quand on voit pour la première fois un bateau sur lequel on a participé à la conception, c'est une émotion incroyable. Entre le désir de l'armateur et la construction des navires, 5 années d'un constant dialogue sont nécessaires pour faire aboutir un projet comme la série des Explorers. Il y a une approche visionnaire au sein de Ponant, de savoir transmettre un souhait, une vision de qu'est-ce qu'on veut faire de nos navires. Il est vraiment ancré au fond de nous, cette volonté farouche de faire partager notre passion du métier de marin, notre passion de la mer à des passagers. On fait en sorte de concevoir des navires pour eux. Les bateaux sont extrêmement différents de ce qui se voit d'habitude et on a entre guillemets fait que retransmettre un souhait d'armateur. Jean-Emmanuel en particulier nous a parlé de son projet des navires expéditions. Il voulait 4 bateaux très simples, très rapides. Donc l'idée c'était de faire des petits bateaux de 100 cabines. Quand on voit le résultat in fine, c'est tout sauf simple, c'est des bateaux d'une incroyable complexité. Et ce n'est pas Jean-Philippe Lemaire qui nous contredira. On est le premier bateau français SRTP, Safe Return to Port. Si on est abordé en collision avec la machine A, eh bien, on peut rentrer au port avec la machine B. Mais c'est pas que ça, c'est la production d'eau, c'est la ventilation, c'est la nourriture. C'est énorme. Sur un tout petit bateau comme ça, c'est énorme. Si les bateaux sont élégants à l'extérieur, ils doivent l'être tout autant à l'intérieur. C'est la partie de Jean-Philippe Nuel. Ouais. Contrairement à beaucoup de gens chez Ponant, je ne suis pas un breton. Je suis même de l'Est de la France. Avec Ponant, ça s'est fait sur des convictions, on va dire, qui étaient partagées entre Véronique Sadé, entre Jean-Emmanuel. Il a ressenti ce qu'on voulait faire. C'est quelqu'un qui est très à l'écoute. Et puis après, on travaille de manière très très proche, Jean-Philippe et moi. Et on a créé, je pense, une ligne un peu différente, un style Ponant. Qu'on a essayé de renouveler à chaque fois, puisque chaque navire conserve quand même sa personnalité. En particulier la référence au yacht, mais aussi on garde un peu cette magie de croisière avec un dîner, avec un vrai restaurant, avec de la gastronomie. Et donc ça s'est passé du coup pour travailler sur les Explorers tout naturellement, avec d'emblée justement l'idée mais comment on va se réinventer sur les Explorers. Faire un chantier comme celui-là, c'est tout mis bout à bout, c'est peut-être 1 millier de décisions et il faut que l'intégralité de ces décisions fasse sens et s'inscrive dans un produit final. On monte un peu à gauche et si Mais à quelques heures du départ, rien ne semble indiquer que le chantier est sur le point d'être achevé. Ça, c'est la magie du chantier comme ça, où très très tard, on n'a pas encore une vision globale, parce qu'il y a aussi beaucoup de protections qui sont mises sur les sols et ainsi de suite. Et un peu, c'est comme la mariée, quoi. On découvre la mariée au dernier moment. Et même pour nous, c'est un grand moment de joie, de plaisir et d'anxiété aussi. À l'heure dite, les amarres sont larguées. Direction l'Islande, où les premiers passagers doivent être embarqués. Mais on ne peut pas dire vraiment que le bateau soit entièrement terminé. Dans son ventre, sous la ligne de flottaison, la bataille du Blue Eye n'est pas encore gagnée. L'architecte océanographe Jacques Rougerie veille au grain. La genèse de ce projet, c'est Jean-Emmanuel Sauvé qui nous a proposé de mettre des yeux à leur bateau. Ça s'était jamais fait sur des bateaux de croisière, donc c'était une première mondiale. Le pavillon français a agréé ce concept après de nombreuses études du Bureau Veritas. Donc ce sont 24 couches de verre qui ont été collées les unes aux autres pour pouvoir avoir cette impression tout à fait unique. Et effectivement, la vitre en tant que telle est plus solide que le reste de la coque, je peux vous assurer. Pour Mathieu Petitot, ce chantier fut aussi un combat. D'abord, on nous a pris pour des fous. On nous a dit d'abord que c'était impossible. Après, on a trouvé ça dangereux. Puis aujourd'hui, on s'aperçoit que c'est juste une évidence. C'est une petite révolution dans la construction navale. Une grande révolution. Et ce qu'on a fait là, c'est juste exceptionnel, quoi. We are pleased to welcome you in the wonderful Blue Eye Lounge to experience a journey
Désormais, les exploreurs de Ponant sont les premiers navires de croisière au monde à avoir les yeux bleus. 2 jours de mer pour gagner l'Islande, et bien qu'il règne une activité fébrile à bord, Jean-Emmanuel Sauvé est catégorique. Donc les premiers passagers embarqueront demain à 18h. Le bateau sera fin prêt à 17h30. Près de 30 ans après, François Vielfort est de nouveau mis à contribution. À l'époque du Ponant, c'était la tâche la plus importante que j'avais à faire. C'était de faire briller la cloche. Et aujourd'hui, c'est un peu différent. C'est de faire briller l'ensemble de la flotte et de la Pérouse qu'on est en train de mettre en service. Regardez comme elle est magnifique. Voilà, j'ai toujours du savoir-faire quand même. Hein. J'ai pas perdu la main. Smile, Johan, la Pérouse. Ultime point de colle, dans quelques minutes, les passagers feront leur apparition. À quoi peut bien penser un armateur qui voit les premiers passagers monter à bord de son navire? J'oublie jamais le point de départ, là où nous sommes partis. C'est ce qui fait quelque part aussi qu'on est si différents. Les bâtiments n'ont pas changé, et un registre atteste que cette histoire n'est pas une légende maritime. Jean-Emmanuel Sauvé, Philippe Vidot et Philippe Garrett sont bien passés par l'hydro de Nantes. Mais elle marche toujours la chaudière? Ah non. Regarde, ils ont enlevé la cheminée. Tu vois, la cheminée était là-haut, mais elle tombait. Oui, parce qu'il y avait il y avait des vieux moteurs qui passaient leur temps à être montés, démontés. Avec papy chapeau. Avec papy chapeau, oui. Ouais. On allait chercher, tu te rappelles pas, au tout début, j'allais chercher des cartes ici pour commencer à faire des circuits de croisière. Ouais. Et les profs, ils nous regardaient avec le sourire, un sourire amusé, ils disaient, ah voilà les armateurs. 1986. Nous, on était dans la même classe, et on a rencontré Jean-Emmanuel qui était dans la classe en dessous. D'armement de navires basé sur la J'avais 27 des ans. territoires d'outre-mer. Et ouais, j'avais 27 ans à ce moment-là. Ça a changé un peu depuis. Les cheveux ont grisonné. Mais je pense que les idées sont restées les mêmes. Et c'est Philippe Vidot, et dès le lendemain, nous avons commencé à travailler sur le projet. Là, on est vraiment sur l'origine de la création d'entreprise de notre compagnie. C'était en décembre 86. Il y avait une grande grève dans la marine marchande. La dernière grande grève qu'il y a eu dans la marine marchande. C'était l'option 0 navire, 0 marin, 0 armateur, c'était fini. Et puis quand même, moi qui avais 2-3 ans auparavant commencé à avoir un projet de création d'entreprise dans la croisière, je me suis dit, c'est peut-être le moment, effectivement, de s'exprimer, de montrer qu'il y a d'autres solutions possibles. Et nous, on a eu la motivation de trouver une autre solution. Un autre marin, grand ami de la compagnie, sait trouver les mots justes. Il y avait un désir de marine très très profond. Et puis de jeunes officiers qui allaient dire, putain, peut-être on n'aura pas de boulot, quoi. Aimer un métier et ne pas pouvoir le faire, c'est une souffrance qu'ils n'acceptaient pas. Et c'est ça qui les a amenés à construire quelque chose qui n'existait pas, quoi. Dans la ville de Jules Verne et des voyages extraordinaires, une rencontre déterminante. Avec Philippe, on s'est très vite compris. Nous nous rencontrons par l'intermédiaire d'un ami commun, navigant aussi, et qui me dit un jour, tiens, j'ai un copain dans ma classe qui a un projet de maritime, etc. Je sais que toi, de ton côté, tu as réfléchi à des choses. Ça serait bien que vous puissiez vous rencontrer tous les deux et puis échanger, voir si vous avez quelque chose à faire en commun. Chacun de notre côté, on en a parlé à nos copains de classe et on a réussi effectivement à agréger autour de nous une dizaine d'autres gars. Parmi ces autres gars, un certain Jean-Philippe Lemaire. On n'était pas des amis, on était de relations de cours avec forcément des affinités plus ou moins fortes. Mais on s'est d'abord, la première réunion, ça a été dans mon appartement à Nantes, un soir. C'est pour ça que j'appelle ça un peu une association de malfaiteurs, parce que c'est vrai que c'était une association de compétences aussi, mais avec dès le départ une belle osmose entre la naïveté et la rigueur. On a commencé chômeur. On a tâtonné. C'était des idées qui foisonnaient. Donc il y avait une idée, c'était faire des croisières dans les îles du Ponant. Philippe Garrett, Christophe Collaris ou Jean-Philippe Lemaire iront bien au-delà des îles du Ponant. Mais si certains jouent les gabiers, d'autres enfilent costume et cravate et restent à terre.
Pour que ça puisse fonctionner, il faut des navires, il faut des marins et puis il faut des armateurs. C'est un trio indispensable. Les tout jeunes armateurs s'empressent d'acquérir un local dans une pépinière d'entreprise à Nantes, 60 boulevard du Maréchal Juin, presque sous le pont de Cheviré. Nous sommes installés ici le 1er juillet 1987. On avait un petit bureau, je crois, au premier étage de 25 mètres carrés, avec Jean-Emmanuel et un troisième larron. On avait chacun notre bureau sur tréteau. Première démarche. Jean-Emmanuel Sauvé, sur cette photo à Étel, en compagnie de son père, un précieux conseiller, s'empresse d'aller voir son député, Aimé Kerguéris. Voilà, c'est ici que ça s'est passé il y a 30 ans. D'accord. Alors, il avait 23 ans. Il avait 23 ans. Ouais. Et Jean-Emmanuel vient me voir et il me tient ce raisonnement en disant « Nous, on ne veut pas être au chômage. » Et avec les copains de l'Hydro de Nantes, on a décidé de créer un armement. Première réaction, tu dis, mais il veut créer une compagnie, un armement maritime. Mais il sait ce que c'est qu'un armement maritime. J'aurais pu lui dire, mais tu rêves, mon gamin. C'est pas le secrétaire d'État à la mer qu'il faut voir. Je pense qu'un dossier compliqué comme celui-là, il faut qu'il soit présenté par un conseiller technique. Donc je vais obtenir un rendez-vous avec un conseiller technique qui l'a reçu peut-être quelques semaines après et qui, heureusement, dit « mais c'est pas con votre truc ». Et c'est comme ça que c'est parti. Autre démarche fondatrice, à Marseille, Philippe Vidot et Jean-Emmanuel Sauvé rencontrent Alain Delacroix, patron de l'armement Surf, qui leur conseille d'aller faire un petit tour sur le Vieux-Port, histoire d'aller voir un certain Phocéen. Et là, quand on a vu ce bateau, on s'est dit c'est exactement ce qu'il nous faudrait, version commerciale, parce que bien sûr le Phocéen était un yacht, alors que nous voulions un navire de commerce, un paquebot à voile. La voile était venue comme un argument commercial pour se démarquer quelque part de ce qui se faisait également à l'époque. Un étonnant personnage pointe alors le bout de son nez. Le projet a fini par transpirer sur la petite place nantaise et il y a eu un jour un article et cet article a été vu et lu par un dénommé Joël Bretéché. Dans mon métier, on ne laisse pas de chance passer, donc j'ai téléphoné pour avoir un rendez-vous. Je suis donc arrivé dans leur bureau et j'ai vu un bureau vide de 4 mètres sur 4 avec une planche sur 2 tréteaux et 3 individus qui étaient sur des sièges de bar autour de la table. Et une penderie où il n'y avait pas un classeur à l'intérieur. J'ai vu que vous faisiez ça, ça m'intéresse, j'ai une expérience dans le design, j'ai travaillé pour des grands constructeurs de voitures, j'ai dessiné un certain nombre de camping-cars, de ceci, de cela. J'étais donc venu avec des dessins de voitures, pratiquement que des dessins de voitures. Et les types, enfin les 3 types m'ont dit, mais nous, c'est pas une automobile qu'on veut, c'est un bateau. Au départ, on a été un petit peu surpris. Il n'avait jamais fait de bateau. J'avais pas enlevé le morceau, à vrai dire. Mais filou comme je suis, j'ai réussi quand même à les séduire. Il a su nous séduire et nous convaincre de ses capacités à dessiner notre bateau. Le Ponant est né et bien né. Le but de l'opération, c'était pas de faire un bateau hyper moderne, c'était d'essayer de faire un bateau élégant et plutôt intemporel, quoi. Pour ce futur bateau élégant, il faut un bon chantier. Et c'est encore Alain Delacroix qui pousse les jeunes armateurs vers un chantier curieusement situé en banlieue parisienne. Nous y sommes allés, nous avons donc rencontré la présidente de ce chantier, donc Jeanne-Marie Baudron. Ils sont arrivés jeunes, jeunes et pleins d'enthousiasme. La difficulté, c'était de faire entrer le bateau dans l'enveloppe financière. Donc j'ai signé le contrat de construction du Ponant le 30 juin 1989. La confiance a été difficile à construire. Je pense que d'abord, ils étaient, ce n'est pas péjoratif dans ma bouche, ils étaient méfiants. Ils étaient méfiants parce qu'ils engageaient, ils jouaient tapis. Il fallait vraiment, ils n'avaient pas le droit à l'erreur.
Et chaque choix, chaque décision, ils jouaient leur peau. Le chantier durera près de 2 années, pas forcément facile. La construction d'un bateau est toujours une guerre. C'est une guerre entre l'armateur et le chantier, c'est une guerre entre les sous-traitants et l'armateur, c'est une guerre. J'avais jamais dessiné de paquebot, en gros. Eux n'avaient jamais construit de paquebot. Donc tout le monde serrait les fesses, tout le monde avait une peur noire de louper le bateau. Vous voyez, si ce bateau-là avait été loupé, la compagnie n'existerait pas actuellement, quoi, hein. Mais dès l'origine, le coup d'essai est un coup de maître. En novembre 90, le Ponant glisse sur la Seine. Paul Bouchamp, à l'époque premier chef mécanicien du voilier et aujourd'hui directeur technique de Ponant, évoque avec perspicacité ce moment. Le moment le plus fort pour moi, ça a été la mise à l'eau du bateau. Je crois que quand j'ai vu ce bateau flotter, je me suis dit, on a peut-être réussi. C'est à La Rochelle que le Ponant reçoit ses 3 mâts de 47 mètres. Philippe Vidot, pleinement armateur, dépose une pièce d'or qui jamais ne cessera de porter bonheur à ce navire, et ce, malgré le grand tsunami de 2004, ainsi qu'une prise d'otage au large de la Somalie en 2008. Le Ponant appareille maintenant pour sa première transatlantique, mais la croisière ne s'amuse pas encore. Et là, on les voit lors de la première transat, en train même de terminer le navire, parce que le bateau n'était pas complètement fini. On est parti à l'arrache, on pourrait dire, du chantier. On avait vraiment beaucoup de retard, 3 mois de retard. On était 3 jours en retard sur notre première croisière et on démarrait pendant la basse saison. Donc on avait tout contre nous. On se demande du reste comment on a pu survivre à tout ça. Mais heureusement, François Vielfort est déjà là pour faire briller la cloche du voilier qui arrive début mai à Marie-Galante, où il est attendu avec une certaine impatience. Jean-Emmanuel Sauvé est déjà sur l'échelle du pilote. Alors là, ce sont les premiers passagers. Voilà. Et moi, à la coupée, regardez ça j'ai jamais vu cette image. À la coupée pour embarquer les premiers passagers. Là, les tout premiers passagers, peut-être que c'est cette dame, c'est la première personne qui a franchi la coupée du navire en tant que passagère. Un navire, ça a avant tout une vocation commerciale. L'objectif, c'était de vendre des croisières. Nos tarifs sont raisonnables. Et le navire, en termes de coût, se positionne bien dans le marché de la croisière actuelle. Trop raisonnable, on aurait dû avoir des tarifs un peu plus élevés au départ, on aurait été peut-être un peu moins embêtés. On n'avait aucune idée de la façon dont ça devait fonctionner. Mais c'est vrai que ça a été une sorte de chemin initiatique. On gravissait chaque marche les unes après les autres. C'était vraiment du jour le jour. Ça a été aussi, là, au fur et à mesure du projet, la rencontre avec des gens qui nous ont beaucoup aidés. Là, on voit notre premier directeur commercial, Alexis Patronov, qui nous a énormément appris. Bon, en tout cas, moi, je le considère personnellement comme mon mentor d'un point de vue commercial. C'était un marin, Alexis Patronov, il avait navigué au chargeur, il avait été directeur France de chez Paquet, et lui, commercialement, c'est lui qui a apporté les premières pierres à l'édifice. L'édifice navigue, et navigue bien. Au nom de sa grande amitié avec Jean Sauvé, le père de Jean-Emmanuel, Philippe Plisson vient tirer les premiers portraits du navire, enfin sous voile, aux Caraïbes. Je suis arrivé à la Martinique et j'ai pu comme ça faire vraiment toutes les premières photos en navigation. Il ressemblait vraiment à un voilier. Il y a d'autres gens qui ont mis des mâts sur des bateaux de croisière qui ne ressemblaient pas vraiment à des bateaux à voile. Là, c'est un vrai voilier racé avec une coque superbe, avec un gréement superbe. Et la grande découverte, c'est de s'apercevoir que on était capable d'approcher les 18-19 nœuds. Et ça, c'était une première. On ne peut pas s'imaginer ce que c'est qu'un bateau de 100 mètres à voile marchant à 18 nœuds. 27 ans plus tard, le Ponant a toujours cette très belle allure. Un Lemaire est toujours aux commandes, mais cette fois il s'appelle Jean-David. C'est le fils de Jean-Philippe. Aujourd'hui, au large de Nice, Jean-Emmanuel et sa bande hissent fièrement un spi qu'ils n'avaient pas eu les moyens de s'offrir 3 décennies plus tôt. Tout comme la croisière bretonne, il me semble que cette nouvelle promesse tenue vient célébrer un enthousiasme toujours intact,
Et ce sera également le cas lors de l'escale suivante, en plein Pacifique Sud. Les îles Wallis et Futuna constituent une escale essentielle dans la réussite de la compagnie. Pour marquer l'événement, Philippe Plisson est sur zone. Jean-Emmanuel et Olivier de Kersauzon sont là pour l'accueillir, tandis que Jean-Philippe Lemaire, encore lui, surveille un mouillage délicat entre Alofi et Futuna. Mais où sommes-nous exactement? Prenez l'immense Pacifique. Descendez, mais pas trop vers le quart sud-ouest, entre les Fidji, les Tonga et les Samoa. 2 têtes d'épingle, difficiles à trouver, Wallis et Futuna. C'est ici que sont immatriculés les navires du Ponant. Et pour la première fois, un navire de la compagnie, l'Austral, arrive chez lui. Les invités montent à bord, Philippe Plisson grave l'instant, la fête peut commencer. Je pense qu'aujourd'hui pour les Futuniens et demain pour les Wallisiens, c'est une grande fête. Je peux vous dire, pour avoir été député de Wallis et Futuna, ça représente beaucoup. Et au niveau des ressources du territoire, la ressource qui vient des immatriculations et des droits fixes par rapport à ces navires, ça représente beaucoup d'argent. Les liens qui unissent la compagnie à ce territoire ne sont donc pas seulement symboliques et amicaux. Une nuit de mer, et nous nous présentons face à l'étroite passe du lagon de Wallis. On a échangé un bleu des mers du Sud contre un gris ouessant, et l'ambiance passerelle est légèrement tendue. Ce n'est pas tous les jours que M. Petello, le pilote, rentre des navires de cette taille dans le lagon de Wallis. Une fois la passe franchie, il s'agit d'éviter les nombreux récifs de corail en remontant vers Mata-Utu, port d'attache de l'Austral, celui-là même qui l'autorise à porter le pavillon français. Certains pavillons sont davantage exigeants en matière de sécurité et de législation sociale, et c'est le cas du pavillon français. Être immatriculé ici permet aux navires du Ponant de porter ce pavillon. Ce premier toucher d'un navire du Ponant à son port d'attache est un événement marquant dans la vie du territoire, et il sera dignement fêté durant les 2 jours d'escale. Un accueil chaleureux, suivi immédiatement par une cérémonie chez le roi. J'étais un petit garçon de 8 ans, la première fois que j'ai entendu parler des îles Wallis, des îles d'une grande beauté, avec lesquelles, ces populations avec lesquelles nous partagions, nous, les Bretons, des valeurs basées sur le respect, des valeurs basées sur la tradition. Aujourd'hui, nous sommes venus avec notre navire pour la première fois. Ici, ce ne sera pas la dernière. Merci de votre accueil. Entendre l'histoire, ce n'est pas rien, c'est beaucoup. Entendre relations chaleureuses par les immatriculations de vos bateaux, mais aussi par votre soutien et votre aide annuellement à participer économiquement et socialement donc à la vie du Wallisien et du Futunien. La cérémonie du Kava est là pour souligner que ce ne sont nullement des liens de complaisance qui unissent le territoire de Wallis à la compagnie Ponant.
Cette escale est si importante qu'elle donne même lieu à l'émission d'un de ces timbres de Wallis qui font tant voyager les philatélistes du monde entier. Mais j'avais encore besoin de mieux comprendre les raisons de cette escale. Nous, ce qu'on voulait, c'était pavillon français et équipage entièrement français. Donc il fallait trouver la solution, et la solution, ça a été, qui a été apportée d'ailleurs par Jean-Manuel, et le père de Jean-Manuel, puisqu'il avait été administrateur dans ces régions, administrateur des affaires maritimes, c'était le port d'immatriculation Mata-Utu, Wallis et Futuna, qui nous permettait d'embarquer des membres d'équipage, tous les membres d'équipage, sous des contrats internationaux. Comment innover d'un point de vue gestion des équipages, d'un point de vue social, trouver une solution à ces 3 siècles d'histoire sociale maritime qui accumulait, arrivait à un système qui était complètement sclérosé et qui était quelque part en faillite. D'où cette solution simpliste qui avait été trouvée à l'époque et consistait à tout simplement remplacer des marins trop chers, français, à hauteur de 75% par des marins étrangers. Et ça, on ne pouvait pas l'accepter. Il fallait qu'on se creuse la tête pour trouver un autre système. Et ce qu'on a réussi à faire, en demandant à des marins de participer à la rénovation, quelque part, des règles de leur profession, et donc en immatriculant notre navire à Mata-Utu, dans le territoire d'outre-mer des îles Wallis et Futuna, là on trouvait un environnement juridique qui nous permettait d'innover d'un point de vue gestion des équipages. Et c'est ce qu'on a fait. À Wallis, c'est le service des douanes qui est chargé de la francisation des navires. Aucun navire français ne peut naviguer sans son précieux acte. On s'occupe d'enregistrer, d'immatriculer et de franciser les navires, c'est-à-dire le droit de porter le pavillon français. Chaque pavillon a ses propres règles. Voilà, ce sont les règles nationales. Les navires de croisière sont plutôt immatriculés à Nassau, aux Bahamas, voilà. Donc ça permet de continuer à avoir un registre français pour des navires de croisière en restant compétitif. Si le Ponant, au lieu d'être immatriculé à Mata-Utu, avait été immatriculé à Nantes ou Marseille, économiquement c'était pas viable. Mais il fallait démarrer comme ça, il fallait cette rigueur-là. C'est pour ça que le mot rigueur est très important. Si on n'avait pas eu cette rigueur-là, qui n'a pas toujours été facile à accepter, à commencer par les navigants, on n'aurait pas eu l'histoire qu'on a eue. Je sais que certains nous regardaient les passerelles de leur gros bateau en disant que ça devait être super sympa ou fun de naviguer chez nous, mais pour pas grand-chose. Et puis, au fil des années, le modèle social a évolué parce qu'on a pu se le permettre. Et là aussi, c'est de la rigueur. Et puis maintenant, ça arrive à un modèle social qui est cohérent. Ce modèle social est géré depuis Wallis par la société UMS, filiale de Ponant, qui se charge d'établir et de gérer tous les contrats des navigants français et étrangers. Avant leur départ, les passagers de l'Austral sont conviés à une dernière fête. En quittant Mata-Utu, je connais désormais 2 clés de la réussite de cet armement. L'excellence des navires et la nature de l'organisation sociale et juridique de la compagnie. Une 3e clé réside dans l'histoire de son développement économique, mais pour cela il nous faut rentrer en Bretagne. En ce jour d'octobre 2018, le Tender dépose à bord du Champlain, 2e navire de la série des Exploreurs, un passager de marque, Monsieur François Pinault. Depuis juin 2015, via la holding Artemis, la compagnie Ponant a intégré le groupe fondé par François Pinault. Bien sûr, le luxe et bien sûr la Bretagne sont pour quelque chose dans cette union, mais au-delà, il me semble qu'une solide confiance s'est tissée entre l'homme d'affaires et le marin armateur. La série des Exploreurs marque la concrétisation de cette union. Et sur la plage avant, les sonneurs de l'Anbiway sont en place, la cérémonie du baptême peut commencer. Je suis très heureuse de prendre la parole devant vous à l'occasion de l'inauguration du Champlain, dont j'ai l'honneur d'être la marraine. Je suis aussi très émue, puisque c'est ma toute première responsabilité
honorifique dans l'une des entreprises du groupe fondé par mon grand-père. Vous connaissez un truc où il ne faut pas de chance? Ça n'existe pas. C'est pas la chance qui fait les choses. S'il n'y a pas de chance, les choses ne se font pas. Voilà, c'est tout. La compagnie, elle a été portée à bout de bras par moments, mais limite, on le sent, quoi. Jamais elle a toujours l'angoisse de ne pas remplir. C'est vrai, hein. Mais il a raison. Et c'est un armateur, c'est un vrai métier. C'est un métier de capitaine. On est capitaine de plusieurs bateaux quand on est armateur. C'est des métiers d'intelligence, c'est des métiers où il faut de la rigueur, mais il faut savoir improviser, il faut être capable de bouger, il faut être capable il faut décider. L'exercice supérieur de l'intelligence, c'est la décision. Et c'est des métiers où il faut décider tout le temps. Passer d'un navire à l'autre, développer une flotte, constitue très certainement un art. L'art de Ponant repose à la base sur une idée de financement extrêmement originale et inédite. Une idée peut-être inspirée par les solidarités économiques du monde des marins-pêcheurs. Ce système quirataire qu'on a remis au goût du jour, qui consiste à diviser un navire en parts de copropriété et à trouver des investisseurs, des quirataires, qui souscrivent à ces parts de copropriété, dit Kira. Et puis pendant 3 mois, on a lancé notre appel public à l'épargne. Et on a collecté 115 millions de francs auprès de 220 copropriétaires. Alors vous êtes propriétaire ? Tout petit propriétaire, puisque je suis propriétaire, exactement quirataire, pour une part du navire. C'est la première fois que vous le voyez ? Tout à fait, et pour l'instant, je suis ravi, je peux vous le dire. J'ai bien l'impression que mon investissement, même s'il ne représente qu'une part de Kirat, me paraît bien placé. Pourtant, le jour même de cette inauguration joyeuse à La Rochelle, certains banquiers ont sorti les couteaux. La mariée est décidément trop belle pour la laisser aux mains de jeunes élèves officiers inexpérimentés. Et à cette période aussi, on a eu nos financiers contre nous. Et c'est là qu'est arrivée une autre personne qui est devenue extrêmement importante dans la compagnie, qui s'appelle Michel Quimbert, avocat maritime très connu, et qui a finalement réussi à faire comprendre à ceux qui voulaient nous dessaisir que leur intérêt n'était pas là. Joël Bretéché, devenu membre de la bande, a été l'un des témoins de ces coups de tabac. Ils ont pris des coups de batte de baseball sur la tête. Ils se relevaient toujours. Si vous voulez, je compare toujours à des gens, à des marins qui sont en pleine tempête. Ils sont très solidaires les uns des autres pendant les tempêtes qu'ils ont eues. Et ça, je crois que ça les a empêchés de sombrer. Le même système quirataire, avec le même succès, est mis en place pour le Levant. On a commencé à étudier le Levant en 1995. Avec ce second navire, l'armement franchit un nouveau palier financier. Le Ponant était à 115 millions de francs, celui-ci était à 235. Grâce à sa maniabilité et à son faible tirant d'eau, le Levant ouvre de nouveaux horizons à ses 90 passagers. Le Levant, c'est un bateau qui a amené Ponant à faire de l'expédition haut de gamme en Amazone, en Arctique. C'était le premier bateau de luxe à faire ces zones qui étaient faites en général par des bateaux qui étaient rouillés et qui sentaient le gasoil. Et là, ce jour-là, c'est les premiers, c'est ce qu'explique Jean-Philippe, ce sont les premiers icebergs qu'on a croisés avec le Levant sur une croisière entre Saint-Pierre-et-Miquelon et Churchill en baie d'Hudson. Mais on y va avec beaucoup d'humilité et beaucoup de respect, et beaucoup d'admiration. J'ai dû faire 15 fois le tour d'un petit iceberg, pour lequel je ne me retournerai même pas maintenant. Mais c'était l'Arctique en 99, c'était les premières croisières du Levant et de Ponant vers la glace. Ce sont des itinéraires qui remportent un grand succès. Nous décidons, 5 ans après, d'acheter un autre navire que nous avons appelé le Diamant. Le Diamant et ses 220 passagers ouvrent les portes de l'Antarctique ainsi que celles de la rentabilité. Mais cette fois, il faut changer de taille pour se développer. Nous avons été contactés par CMA-CGM. Voilà, nous, on serait d'accord pour acquérir la compagnie. On a beaucoup hésité. La décision a été prise de façon collégiale, pas seulement par Jean-Emmanuel ou par moi, mais aussi avec ceux du début qui étaient toujours là.
Et donc nous avons accepté cette offre. En juillet 2004, la Compagnie des îles du Ponant devient filiale à 70% de la CMA-CGM, héritière des prestigieuses Transat et Messageries Maritimes. Ponant raccroche ainsi la légende des liners mythiques, le Normandie et le France. Mais l'acceptation de cette offre ne va pas sans profond changement. C'est la fin de la direction bicéphale et le départ pour Marseille. Alors, le déménagement, il a lieu le 31 juillet 2006. Et là, pour des raisons personnelles, je ne souhaite pas partir à Marseille. La page nantaise est tournée. Philippe Vidot restera cependant administrateur de Ponant jusqu'en mars 2016. Mais pour l'heure, s'ouvre une nouvelle ère, placée sous le signe d'une tour triomphante et d'un armateur au fait de sa puissance, Jacques Saadé. Et mon beau-père, c'est un entrepreneur. Donc voir des gens qui avaient monté comme ça tout jeune, une compagnie, qui avaient pris leur destin en main, et qui s'étaient lancés dans cette aventure un peu folle finalement. Alors déjà, l'histoire lui a plu. Ensuite, il a adoré les navires. Et puis, c'est un développeur. La série des Sisters est la preuve tangible de cette volonté de développement. L'arrivée des Sisters, c'était un grand moment. À l'époque, donc, on était détenus par CMA-CGM. Et mon beau-père, donc Jacques Saadé, nous convoque dans son bureau et nous dit, à Jean-Emmanuel et moi, imaginez le navire idéal dont vous auriez besoin. Donc Jean-Emmanuel et moi, on fait notre copie en disant, voilà, idéalement, ce dont on aurait besoin aujourd'hui pour faire ce qu'on a envie de faire. Et on remet notre copie. Et là, Jacques Saadé regarde, et Jacques Saadé, c'est un homme de passion. Jacques Saadé marchait au coup de cœur. Et là, comme il a marché au coup de cœur pour acheter Ponant, là, il voit la copie et il nous dit, très bien, on va en commander 2 et peut-être 4. Si j'ai réussi un bateau, c'est la gamme des 4 bateaux. Ça, je pense que ce seront des bateaux qui marqueront. 2011-2012, c'est là où on a vraiment commencé à décoller, avec l'arrivée des nouveaux navires. Boréal, Austral. Pourtant, avant même l'arrivée des 2 premiers Sisters en 2010 et 2011, la crise économique de 2008 est passée par là, fragilisant l'empire de Jacques Saadé, qui se voit contraint d'abandonner le secteur croisière et de recentrer ses activités autour des porte-conteneurs. Et honnêtement, il n'y aurait pas eu la crise, on n'aurait jamais vendu Ponant. Jamais. Encore sur la fin, ils m'en parlaient, on disait, oh là là, ils m'ont obligé à vendre. Et c'est les banques qui nous ont obligés à vendre Ponant. En septembre 2012, le fonds d'investissement international Bridgepoint permet de boucler le financement des 4 Sisters. Le Soleal arrive en 2013 et le Lyrial en 2015. Et puisque les vents financiers sont alors parfaitement portants, il est grand temps pour Bridgepoint d'envisager une vente avec profit. Entre en scène François Pinault. Vous imaginez qu'entre 2010 et 2021, en 11 années, on aura investi 1,3 milliard d'euros pour constituer une flotte ultra-moderne de 11 navires. Donc voilà, ce qui nous a permis de faire ça, c'est l'optimisation de notre modèle économique, et on a mis 25 ans pour y arriver carrément. En 2021, la flotte Ponant sera composée de 12 navires, et c'est en Roumanie que se construit l'avenir de celle-ci. Tulcea, à l'embouchure du Danube, dans un coin du gigantesque chantier Vard, le Dumont d'Urville, le 4e Explorer, est en construction. Dans un autre coin du chantier, une cérémonie est mise en place pour la découpe laser de la première tôle d'un navire révolutionnaire qui enferme le fameux ADN de Ponant, le commandant Charcot. Nat et Fred Michel, les infatigables de Studio Ponant, sont évidemment là. La vidéo c'est Fred, les photos c'est Nat. Jusque-là c'est simple. En revanche, bien plus difficile lorsqu'il s'agit de faire le tri dans les souvenirs. Après, on a eu la chance sur le même contrat de faire Antarctique et Arctique. Depuis 2006, Nat et Fred fabriquent les images Ponant. On a été subjugués par le Kamchatka, la vallée des geysers, comme je disais, qui nous fait penser à l'origine du monde. Ce qui nous plaît énormément, c'est la diversité des expéditions, qui ne sont pas que des expéditions polaires, mais l'Océanie avec la rencontre des peuples. Là, t'en parleras. Et là, on est allé donc avec nos passagers dans des lieux merveilleux, quoi. Dans certains endroits, j'aurais aimé y rester plus longtemps, rester jusqu'au coucher de soleil.
ou arriver évidemment plus tôt, mais on est tributaire de la navigation, parce que nous sommes sur un bateau. Il faut être très réactif, toujours quand on fait nos images, puisque nous sommes avec nos passagers, on partage cette rencontre avec tout le monde. Nos passagers, le maître mot est lancé. Avec Fred, dans les débuts de nos contrats plus longs, on envoyait des passagers revenir 3-4 fois. Et si c'est pas sur le même contrat, d'une année sur l'autre. Et ce qui est marrant, c'est de se croiser un coup sur le Boréal, un coup sur... Ah, vous êtes à bord. Mais ça va du maître d'hôtel au petit cabinier qui est là, qui est toujours plein d'attention pour le passager. Et les passagers se rappellent. Et à l'inverse, on se rappelle les uns des autres. Et alors là, quand je parle de grande famille, là, c'est la super grande famille Ponant. Je suis allé à Grenoble retrouver mon ami Michel Perrin, que j'avais filmé dans un documentaire sur le paquebot France, dont il est un immense passionné. Je savais qu'il serait parfaitement sincère avec moi concernant ses nombreuses navigations chez Ponant. On commence, on est amiral, puis on est grand amiral, et puis on devient commodore. Ça veut dire qu'on a sans doute un peu vieilli et qu'on a pas mal voyagé. Certains souvenirs sont très déterminants. C'était avec le commandant Garcia, il y avait des baleines, et des baleines qui sautaient partout, et le bateau faisait demi-tour, et on allait voir les baleines de plus près, et il n'y a que Ponant qui propose ça. C'est sûr qu'un commandant d'un porte-container, s'il varie de 3 degrés son cap, il a un coup de téléphone dans les 5 minutes. Heureusement, ce n'est pas comme ça chez Ponant, et j'espère que ça ne le sera jamais. S'il faut rendre des comptes, si on fait 20 000 de plus pour aller voir des baleines, toute l'image, tout l'ADN de Ponant sera explosé. On est transporté d'un bout à l'autre de la Terre dans des conditions, on va dire, magnifiques. Transportés et débarqués. Les passagers Ponant sont ainsi amenés au plus près du terrain où les attendent des chefs d'expédition enthousiastes. Merci d'être là si tôt. Vous allez profiter des superbes rayons du soleil. Alors, ce qu'on va vous proposer ici, c'est un endroit exceptionnel. Vous n'aurez ça nulle part ailleurs lors de notre voyage. Tout de suite monté, là, chaque parcours est ainsi soigneusement repéré, balisé et protégé. Ce n'est jamais une foule nombreuse qui débarque. On n'a pas trop ce sentiment intrusif dans la mesure où on est respectueux de l'environnement et respectueux des animaux qui nous entourent. On a surtout le sentiment d'être immensément privilégié, de pouvoir aller dans ces endroits encore préservés où la nature est encore ce qu'elle était il y a des millions d'années. L'Antarctique, c'est le voyage d'une vie. Comme dit mon ami Olivier de Kersauzon, quand on revient de l'Antarctique, on n'est pas le même homme. Alors ça paraît facile, ça c'est des mots qu'on reprend souvent, mais je crois que sincèrement c'est vrai. Quand on est quelqu'un d'image, on est tout le temps à l'affût, on dort pas beaucoup, parce que la lumière est au rendez-vous, parce que le sujet est là, et voilà, c'est assez magique. Je suis allé dans ces mers-là tout seul il y a 30 et quelques années, et j'avais une sensation très émouvante de ce grand sud, tu sais, avec la glace, les icebergs tout seul, de rencontre d'un autre monde. Et je me disais, je vais retourner avec les bateaux du Ponant, dans le confort et tout, je vais peut-être pas retrouver cette... Eh bien, j'ai retrouvé cette ambiance quand même. Le Sud est tellement fort que ce que j'avais reçu seul, même sur un bateau avec 200 passagers, ça m'émouvait presque de la même manière. Non, c'est vachement bien. Et puis la compagnie Les Maritimes aussi. Il y a un truc qui est très important, c'est qu'il y a le goût de l'excellence maritime. Or, si on veut faire du passager, il faut d'abord être très bon dans le maritime. On ne transporte pas du passager. C'est beaucoup mieux que transporter. Ce monde, vu des bateaux, c'est le meilleur du monde, voilà.
Ponant, c'est une façon de partager avec les passagers tout à fait différente. C'est une compagnie qui a été créée par des marins et ça veut dire beaucoup de choses pour le marin que je suis et pour les équipages que je peux représenter. Ça reste une compagnie de marins. C'est important. Ensuite, le style, on le travaille. Tout ce qui va autour, on le travaille, on l'affine. Mais au départ, c'est des marins. Des marins bretons. C'est une sacrée aventure, quand on y pense. Incroyable. Comment on a réussi à faire ça? Incroyable. Comment on ne s'est pas cassé la gueule? Comment on a réussi à monter le projet? Comment on a réussi à sortir de toutes ces difficultés? Oui, c'est une belle aventure. Une belle aventure humaine, technique. Mais surtout humaine. Moi, bien sûr, le côté technique, le côté financier, c'est important, mais le côté humain, pour moi, a prévalu. On est resté très ferme sur nos valeurs, nos fondamentaux, l'ADN de notre compagnie, ce qui a fait notre succès quelque part depuis le début, ces équipages, cette façon très maritime de voir les choses, cette façon très maritime de conduire nos affaires. Des fois, j'ai le sentiment de piloter la compagnie comme je piloterais sur une passerelle un navire. La passerelle du navire Ponant, c'est à Marseille que vous la trouverez. 408 avenue du Prado. Ici, c'est le siège de l'armement. Et ici s'achève ma croisière des 30 ans. J'espère avoir réparé ma bévue initiale. Où sont nos navires? La flotte Ponant, suivie depuis cette salle, comptera bientôt 12 navires croisant sur toutes les mers du monde. C'est une réussite humaine, maritime et économique exceptionnelle. Aujourd'hui, l'équipage Ponant est réuni en symposium dans un grand hôtel marseillais. L'avenir se pense et se prépare ici. De nouvelles routes se tracent avec la riche expérience d'une trentaine d'années de navigation. Bon voyage et bon vent. Tout le monde, parce que sinon j'ai pas la place sur les marches. Faut qu'ils viennent maintenant, bah oui. Allez, sourire, détendu, 1, 2, 3.